Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission d'Écrit Info, ce magazine d'actualité politique mais aussi sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions sociales et politiques majeures, nous les mettons sur la table et nous en débattons. Nous analysons justement ces questions importantes. J'aime les dire et je ne cesserai pas de le répéter. Ce que nous disons ici n'est pas une parole d'évangile. Nous ne disons pas que nous sommes des maîtres savants, mais nous exposons nos réflexions et nos arguments aux intempéries de vos critiques, parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit souvent par jaillir. Je voudrais vous dire merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission, parce que vous continuez à vous abonner très massivement. Je vous dis merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci à vous de continuer à liker nos vidéos. Merci à vous de continuer à partager nos vidéos, à écrire, à nous écrire, mais aussi à nous faire des critiques. Je reste ouvert aux critiques, surtout lorsqu'elles sont constructives. Et je n'oublie pas que le travail que nous faisons ici, nous le faisons pour vous. Et c'est normal que nous ayons ces feedbacks-là pour nous permettre d'améliorer ce qui est amélioré, de corriger là où il faut corriger, au fin que ce travail puisse vous plaire. L'actualité politique en RDC reste dominée, vous le savez, par cette affaire de la mort du juge. Vous le savez, les juges Yanni, qui instruit dans l'affaire Vital Kamerhe et Jamal et consorts, dans le cadre des détournements des deniers publics du projet 100 jours, est décédé il y a quelques 3-4 jours. D'ailleurs, mes informations annoncent même que les juges a été déjà enterré. Nos confrères de la radio Okapi, qui est une des radios sérieuses ici sur place, ont dit que le juge est décédé par empoisonnement, que les résultats de l'autopsie seraient déjà sortis et qu'au terme de ces résultats, en quoi radio Okapi, le juge est décédé d'empoisonnement. Et puis je suivis un autre son d'autres personnes qui disent que les résultats ne sont pas encore sortis et qu'il faille attendre un minimum de 2 semaines avant de pouvoir avoir une idée sur les vraies causes de la mort du juge Yanni. Nous parlerons de ça. Nous parlerons également de l'après-Kabound. Parce que vous le savez, Jean-Marc Kabound a été défenestré. Nous avons d'ailleurs fait une émission spéciale sur ça. Nous avons décrypté le processus de défenestration de Jean-Marc Kabound. Nous reviendrons aujourd'hui sur l'après lui, parce qu'après, l'UDPS a réagi, beaucoup d'autres personnes ont également réagi. Madame, Messieurs, ça a été une grosse surprise. Tola Liboye, Tola Mouki. Et puis on nous apprend que le juge Yanni, qui instruit l'affaire de M. Vital Kamerhe, Jamal et consorts, est décédé. Moboulou et Bima qui m'a cassé na Bandal, parce que les juges habitent la commune de Bandal ici à Kinshasa. Bana Bandal Bayaki Batumba qui pneu. La police est intervenue en tirant avec des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ça fait beaucoup de bruit. Mais la mort d'un père de famille, d'un juge imperturbable, pour ceux qui ont eu le temps de suivre le procès de Vital Kamerhe, tout le monde est unanime. La composition est une composition de haute facture. C'est l'image d'un homme imperturbable, l'image d'un homme sage, sûr de ce qu'il est en train de faire, que c'est juste là dégager. Le juge de dossier Kamerhe dégageait l'image d'un homme qui peut permettre d'écrire en lettres d'or l'histoire juridique ou judiciaire de la République démocratique du Congo. Cet homme était d'un calme olympien. La direction des débats pour ce procès était irréprochable. Le juge Yanni a fait preuve de beaucoup de maturité et d'intelligence dans la gestion des débats pour ce procès. Du coup, cet homme est décédé. Ba rumeur et bimi moi mingi. Ba bruit et tamboli moi mingi. Mais ce que je veux dire, avant d'entrer en profondeur sur la mort de ces juges, ici c'est de garder une pensée pieuse pour ces dignes fils du Congo qui est parti.
Je rappelle ici que Yanni, le juge, était père de famille. C'était un homme marié, père de famille. C'était l'époux d'une femme. C'était le papa d'un garçon, d'une fille. L'oncle d'un neveu. C'était l'ami d'un Congolais. Et devant une mort apparemment tragique comme celle du juge Yanni, moi je voudrais d'abord avoir une pensée pieuse pour cet homme. Je voudrais ici exprimer ma compassion, ma tristesse et mes condoléances les plus émues aux membres de sa famille qui ont perdu un homme valeureux qui, de par son intelligence et la brillance de son calme, faisait luire une très bonne lumière sur le procès de M. Vital Kamerhe. Nous devons donc lui rendre les hommages mérités. Mais au-delà de la mort de Yanni, c'est les circonstances de sa mort qui posent problème. Beaucoup d'observateurs estiment que cette mort est inévitablement rattachée au procès de Vital Kamerhe. Beaucoup estiment que si ce père de famille est décédé, c'est parce qu'il a été désigné juge au procès de Vital Kamerhe. L'affaire du juge Yanni me rappelle beaucoup de juges. Rappelez-vous à l'époque où la mafia sicilienne battait son plein en Italie. Tous les juges qui étaient désignés pour poursuivre les cartels des drogues étaient abattus, assassinés. Ça se passe également comme ça au Mexique. Lorsqu'un juge a tenté de fouiller dans les rangs de El Chapo et des autres, ils ont toujours été éliminés. Ça se passe également comme ça lorsqu'on était au niveau de la Colombie, de M. Pablo Escobar. Tous les juges qui étaient désignés pour suivre les cartels, la mafia, ont souvent été éliminés. Alors certains esprits font le raccordement entre l'affaire Vital Kamerhe, où on parle des millions de dollars américains, et la disparition du juge. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute à se faire. La mort du juge Yanni n'est pas une mort naturelle. Beaucoup pensent que cette mort est rattachée au travail que les juges abattaient plutôt au procès de M. Vital Kamerhe. Je ne confirme rien. Je n'accuse personne. Je suis tout simplement en train d'analyser les faits. On nous a dit qu'une enquête a été ouverte. On nous a également dit qu'une réquisition pour l'autopsie a été diligentée, demandée. D'ailleurs, c'est sur base de ça que la radio Okapi a révélé que le juge Yanni est décédé d'un empoisonnement. Qui peut être derrière ces sales coups? Qui en voulait autant au juge Yanni au point d'arracher ses pères de famille à l'affection de sa famille? C'est compliqué, mes amis. Mais laissez-moi être assez dubitatif. Je suis dubitatif parce que je me dis, dans ce pays, la plupart d'enquêtes qui ont été ouvertes n'aboutissent à rien. Qu'avons-nous fait de l'enquête sur le 200 millions à la Gécamine avec M. Albert Youma? Qu'avons-nous fait de l'enquête sur les 15 millions de l'époque avec M. Vital Kamerhe? Je ne cite que les éléments, je ne cite que les dossiers les plus récents. Qu'avons-nous fait de l'enquête sur l'accident de l'avion présidentiel? Rappelez-vous qu'un avion qui transportait les proches de M. Félix Antoine Tshisekedi a fait crash vers les Sankourou. Je ne sais pas les Maniema ou les Sankourou, mais jusqu'aujourd'hui, aucun résultat de l'enquête n'a été publié. On a l'impression que dans ce pays, pour bien mettre les affaires dans les frigos, on dit
on a des phrases génériques dans lesquelles on dit une enquête a été ouverte. Mais nous voulons que dans le cas d'espèce, pour ces juges qui avaient entre ses mains une affaire aussi rocambolesque que celle de Vital Kamerhe, si les enquêtes peuvent pour une fois dans ce pays aboutir. Mais au-delà des rumeurs, au-delà des accusations des uns et des autres, pour savoir qui a porté sa main sur le juge Yani, il faut évidemment répondre à une question majeure. Tous les spécialistes de criminologie vous le diront. En cas d'un meurtre, d'un assassinat, la question importante qui peut vous mettre sur la piste de l'assassin, c'est celle de savoir à qui profite le crime. À qui profite le crime? Celui qui réussira à décoder cette question et avoir une réponse sera sur la piste des vrais assassins du juge Yani que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. À qui profite le crime de cet homme, de ce digne fils de la République démocratique du Congo? Vous répondez à la question sur le bénéficiaire de ces actes, de cet acte odieux, crapuleux, assassin. Vous répondez à cette question, vous êtes plus ou moins sûr d'être sur la piste des hommes qui ont fait ces sales coups. La mort de Yani met tout simplement un peu de l'eau dans le moulin des gens qui disent à Vital Kamerhe de faire attention. Je l'ai aussi dit dans une de mes émissions, quand j'ai lancé un appel pathétique aux avocats de Kamerhe et à ses proches, de rappeler à M. Kamerhe que nous sommes dans un procès pénal qui peut aboutir à la privation de liberté et à des condamnations à des prisons. Nous ne sommes pas dans un spectacle de théâtre. Nous ne sommes pas sur un plateau de télévision. D'ailleurs, l'avocat de la partie civile, le bâtonnier Koko Kayudi, n'a pas arrêté de rappeler à M. Kamerhe qu'il confond la tribune. Lorsqu'il vous dit « je parle pour l'opinion », lorsqu'il nous dit « caméra prenez », j'ai dit ici que dites à M. Kamerhe qu'il ne parle pas pour l'opinion. Il parle pour le juge. Et M. Kamerhe doit éviter de donner l'impression qu'il enseigne le tribunal, qu'il donne des leçons à ses juges. Parce qu'à force de beaucoup parler, il y a des mots, il y a des phrases que Kamerhe glisse qui peuvent se retourner contre lui aujourd'hui. Je prends un exemple. Je n'accuse nullement M. Vital Kamerhe d'être derrière cet assassinat ou cet empoisonnement. Encore faut-il que les enquêtes et l'autopsie diligentée pour la question le démontrent. D'ailleurs, je salue ici le communiqué de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, qui, elle aussi, s'est montrée soucieuse de comprendre les raisons, les mobiles ou les vraies raisons qui ont amené à la disparition de ces juges. Donc, enlevez de la tête que j'accuse M. Kamerhe d'être derrière ça. Je ne dis pas ça. J'analyse le procès de Kamerhe. Les détracteurs de M. Vital Kamerhe s'accrochent aujourd'hui à quelque chose. Parce que monsieur se montre un peu volubile devant ses juges naturels. Lorsque Kamerhe, on dit qu'on va appeler sa femme et sa belle-fille Soraya devant la tribune, un mot, une phrase se glisse, que c'est de l'humiliation, je vais brûler le pays. J'ai reçu dans mon émission plusieurs soutiens de M. Vital Kamerhe, dont mon grand frère, Léon Malemba, le député, Papa Molière comme on l'appelle. Il a dit qu'il encourageait, si ça ne dépendait que de lui, Kamerhe a le droit de brûler le pays parce qu'on a convoqué sa femme et sa belle-fille. Cette phrase de trop que j'ai condamnée ici aujourd'hui, beaucoup peuvent le retourner à M. Kamerhe en disant « Vous avez dit que vous allez brûler le pays, que vous allez brûler les choses, et quelques jours après, le juge est décédé. Sommes-nous devant l'accomplissement d'une promesse de M. Kamerhe ?» Je ne répondrai pas par l'affirmatif. Je n'ai aucune preuve et je ne l'accuse pas du tout. Mais je veux tout simplement attirer l'attention en relevant cet élément que lorsque M. Kamerhe est devant le juge, il doit faire très attention à ne pas se fier aux caméras,
À ne pas croire que nous sommes dans un spectacle. Ici, nous sommes dans un procès pénal. Lorsque vous dites que puisque vous faites ça, c'est de l'humiliation, je vais brûler le pays, je vais brûler les choses, quelques jours après, les juges décèdent d'une mort que beaucoup refusent de croire à une mort naturelle, à une mort que beaucoup refusent d'attribuer à la nature. C'est tout à fait normal que vos détracteurs sortent dans le placard. Cette menace est là. On se rend compte qu'à être trop prolixe devant les juges, M. Kamere peut lancer une phrase, peut dire un mot qui peut se retourner contre lui. À qui profite la mort de Yanni? En tout cas, ce qui est sûr est que concernant le procès, nous sommes dans les hypothèses. La première hypothèse, je dirais que cette mort-là risque de ne profiter à personne. Parce que s'il advient que l'autopsie confirme que le juge est décédé par empoisonnement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a attenté à sa vie pour des raisons qui lui sont propres. Cette personne-là doit savoir que juridiquement parlant, le président de la juridiction dans laquelle dépend la chambre qui est en train d'accuser M. Kamere ne fera que remplacer les juges. Soit il va remplacer le juge président qui est parti, soit il va remplacer toute la composition. C'est vrai que le procès va se retarder un peu parce que dans la procédure, c'est lui qui viendra après le juge Yanni. Il a des possibilités. Soit il reprend l'instruction totalement à zéro, donc il reprend même l'identification des accusés, ce qui ne sert pas les intérêts des accusés, parce qu'en ce moment-là, le procès va prendre du retard, alors que beaucoup veulent avoir une idée sur le verdict qui les attend. Soit alors, il peut reprendre une partie de l'instruction, là où l'instruction s'était arrêtée, en faisant fi des autres aspects, ou alors, comme ça se fait très souvent, l'hypothèse que beaucoup de juristes privilégient, c'est l'hypothèse où il revient et il va faire relire tous les PV d'audience et d'audition avant de pouvoir reprendre l'instruction de cette affaire. Ça aussi, ça peut prendre du temps parce que les avocats, comme ils aiment bien parler, ils peuvent rebondir sur une phrase, sur un mot, sur un verbe en disant non, le client ne l'avait pas dit et ça peut éventuellement nous prendre encore beaucoup de temps. Et sur base de cette hypothèse, lorsque je regarde, je dis qu'en partant de cette hypothèse, c'est lui qui a assassiné. Si la thèse de l'assassinat et de l'empoisonnement s'est confirmée, le juge Yanni n'a rien fait. Parce que la composition sera recomposée. Un autre juge sera désigné. Donc vous n'avez rien fait. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, on peut y avoir des bénéfices. Lorsque vous lisez l'histoire d'assassinat des juges dans le monde, j'ai parlé de la Sicile, la mafia sicilienne. J'ai parlé de El Chapo au Mexique avec tous les cartels de la drogue du Mexique. J'ai parlé de Pablo Escobar à Medellín en Colombie. Lorsque vous prenez, vous faites un faisceau, un tissu sur l'histoire des assassinats des juges dans des procès houleux comme celui de M. Kamere, vous allez vous rendre compte que pour la plupart des cas, ce sont les accusés qui ont instrumentalisé l'assassinat des juges pour inoculer une peur bleue au niveau de la composition. Je suis dans le général. Je ne dis pas que c'est ça ce qui s'est passé avec le juge Yanni. Je précise, je cite les cas, je parle de la mafia sicilienne, je parle du cartel de Mexique, je parle également de Pablo Escobar et de cartel colombien de la drogue. Généralement, ils assassinaient des juges pour donner l'impression qu'ils sont forts et inoculer la peur dans l'appareil judiciaire. C'est parmi les hypothèses. Je suis fort, je m'appelle Pablo Escobar. Vous me désignez un juge pour attaquer un de mes proches, pour me juger. J'assassine le juge et les autres juges qui viendront après, ils auront peur et souvent, ça aboutissait à la déportation des juges.
Beaucoup de juges refusaient de prendre les affaires liées au cartel des drogues pour se mettre à l'abri, eux et leurs familles. Ça leur permettait soit de continuer leurs affaires mafieuses ou alors de demander des libertés. Ça mettait l'État dans une situation inconfortable. Et ça a profité aux accusés. Une autre hypothèse, c'est celle de la corruption. Où vous êtes devant un juge imperturbable, un juge qui refuse par exemple la corruption. Vous faites des tentatives pour les rapprocher, pour lui dire, écoutez, on a moyennant ça, on peut vous donner ça. Mais l'homme est respectueux des principes et des lois, il ne dit pas question. Pour le court-circuiter et obliger la juridiction dans laquelle sa chambre dépend, on élimine le juge et on s'organise pour entrer en contact avec son prédécesseur au fin d'obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir avec le juge qui est décédé. Et en ce moment-là, l'argent va circuler. C'est comme ça que la mafia, c'est comme ça que les cartels des drogues fonctionnaient. Sommes-nous dans cette hypothèse ici dans l'affaire de Yanni? Pouvons-nous appliquer ces réalités exogènes à la République démocratique du Congo aux réalités congolaises? Je n'affirme rien. Je suis dans les interrogations et je suis en train de me poser des questions. Je suis dans les hypothèses et je me pose des questions. Et ceci permettait à ce pays organisé de pouvoir dénicher la piste par laquelle suivre le coupable, parce qu'on savait à ce moment-là répondre à la question à qui profite justement le crime. Mais ici, il nous sera difficile parce que notre système judiciaire est pauvre, il n'est pas équipé. Lorsque vous regardez des grands médias internationaux, des grands documents internationaux, je suis fan de ces genres de médias où on fait des enquêtes sur les affaires judiciaires. Vous avez des affaires comme Enquête Impossible qui passait sur, comment ça s'appelle, la chaîne, avec M. Pierre Bellemare. Vous avez des documents comme Fait entrer l'accusé sur France 2. Vous avez des documents, des émissions, des grandes émissions qui tablent sur les affaires judiciaires comme crime passionnel. Il y en a plein. Vous allez vous rendre compte qu'à l'extérieur, l'appareil judiciaire dispose des moyens suffisants pour élucider ce genre de situation. Comment? Yanni est décédé. On nous dit par la radio Okapi que c'est par empoisonnement. Mais à l'heure actuelle, j'ai appris que le Congo est incapable de désigner la substance mortelle, toxique qui a conduit à la mort du juge. Ailleurs, lorsqu'on fait l'autopsie, on peut retirer les tissus humains d'une personne, on peut déterminer les substances ayant conduit au décès. Et une fois que vous avez la substance en question, vous pouvez enquêter. Où peut-on avoir cette substance? Est-ce que dans une pharmacie? Est-ce que dans un laboratoire? Les enquêteurs, la police peuvent descendre dans ces pharmacies qui sont répertoriées, qui ont des caméras de surveillance, savoir qui a acheté ça, en quelle quantité, en quel moment. Et petit à petit, ils vont tisser la toile d'araignée jusqu'à remonter vers le commanditaire ou même le responsable de cet assassinat. Mais ici, on a quoi? Pharmacie Bimaraloro la Lipangouba. La pharmacie est yébanité. Nana Rola na tanga qui sa pharmacie de la Mugna Sali pharmacie. Tout est compliqué dans ce pays. C'est comme ça que dès le départ, je vous ai dit que moi j'étais quand même assez dubitatif, malheureusement, sur la capacité de la justice congolaise à pouvoir élucider les vraies circonstances de la mort du juge Yanni, mais aussi et surtout à trouver les coupables au cas où l'hypothèse de l'empoisonnement était confirmée. Vous êtes dans un pays où il n'y a aucune loi. Il y a des lois mais qui ne sont pas respectées. Nous sommes au pays des médiocres. Ce n'est pas moi, c'est Laurent Mosengo Passinia, et au pays des inconscients, comme Mouting a l'habitude de le dire. Je souhaite que les choses soient tirées au clair. Donc, la mort dans l'âme, j'aimerais bien voir là où la justice va nous amener sur ce procès
sur les enquêtes concernant la mort de M. Yanni, mais à faire le recoupement de ce que les médias ont dit, à faire le recoupement de la lecture des journaux parus à Kinshasa, on se rend effectivement compte que M. Yanni est bel et bien décédé parce qu'il était présent au procès de M. Vital Kamerhe. C'est ce qui fait mal et même très mal. Très très mal. Que la justice nous dise à qui profitent les crimes de ces juges et que la justice nous dise les circonstances réelles de la mort de M. Yanni. Je voudrais vraiment que la justice puisse me démentir. Que la justice enlève mes inquiétudes. Que la justice me confonde en faisant des enquêtes qui s'imposent et en nous révélant effectivement qui est responsable de la mort du juge Yanni. C'est quand même un père de famille qui est parti comme ça. Quant au procès Vital Kamerhe, la prochaine audience est pour le 3. On va voir qu'est-ce que le tribunal va décider. Est-ce que ça a été reporté? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que... Je vous ai promis de parler en deuxième position de l'après Jean-Marc Kabound. Mais on me signale à l'oreille que le temps qui m'est imparti va vite. Je ne sais pas si je dis quand même un mot au cas où je ne terminais pas tout ce que j'y pensais, tout ce que je pense de ça. Je reviendrai lors du prochain numéro. Vous m'avez suivi ici dire que Jean-Marc Kabound a amplement mérité ce qui lui arrive. L'orgueil, la suffisance de cet homme commençait à embêter tout le monde. Au-delà du fait que je condamne que le coup soit fourbi par le FCC des tristes mémoires. Au-delà du fait que j'ai dit que la déchéance de Marc Kabound était un véritable coup porté sur le soutien de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que je le rappelle ici, Jean-Marc Kabound paye de son poste seulement parce qu'il est passé sur Top Congo. Et qu'est-ce qu'il est allé faire sur Top Congo? Il est allé défendre le président de la République contre un congrès voulu de tous les vœux par M. Alexis Thambwe Mwamba et un congrès qui apparemment apparentait plutôt à un coup contre Félix Antoine Tshisekedi. La déchéance de Jean-Marc Kabound donne l'impression que tous les proches, tous les soutiens publics de M. Félix Antoine Tshisekedi sont en danger. Aujourd'hui, Kabila et ses affidés sont à l'aise. Yuma ici avait à faire 200 millions. Chadari nous a menacés en nous disant « Si vous touchez un seul chevet de Yuma, on va déstabiliser les pays. » Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais Kamerhe, qui est l'allié de Félix, se trouve en prison. Bravo, c'est l'état des droits. Mukuna, qui défendait Félix contre Kabila aussi, se retrouve en prison. Bravo, c'est l'état des droits. Jean-Marc Kabound, qui a défendu Félix, aujourd'hui a perdu son poste. Bravo, c'est la démocratie. C'est bien. Mais ça ne doit pas être unidirectionnel. L'état des droits ne doit pas être comme ce Corona qui, à la présidence, ne tue que les proches de Félix. L'état des droits ne doit pas être en sens unique. On ne peut pas avoir les proches de Félix répondant effectivement de l'état des droits, ce que nous saluons, et Kabila et ses hommes bénéficier de cette caution morale d'impunité que leur accorde le président de la République lorsqu'il dit qu'il ne va pas fouiller dans le passé. Alors Jean-Marc Kabound a perdu son poste. Et un communiqué, je vais quand même prendre mon courage pour dire les mots insensés, a été pondu à l'UDPS par M. Augustin Kabouya, secrétaire général AI. Kabouya a dit que la déchéance de Kabound porte un coup sur le mariage FCC4. Ça, c'est leur problème. J'ai toujours dit que ce mariage, c'est un mariage contre nature qui ne va pas faire avancer le pays. Là, c'est leur affaire, je n'entre pas dedans. Mais là où
le bas blesse, c'est lorsque M. Augustin Kabouya, dans les communiqués, dit ceci. Il dit que l'UDPS ne désignera aucun autre député de son groupe parlementaire pour remplacer Kabound. C'est une folie, monsieur. Ne donnez pas l'impression que le combat de l'UDPS se résume aux hommes. Je vais rester dans l'hypothèse sur laquelle le poste du premier vice-président revenait effectivement à l'UDPS dans leurs accords secrets qui ne font pas avancer les pays qu'ils ont signés avec Kabila. Mais les accords, au cas où il y avait des accords sur le poste de premier vice-président, disent que le poste revient à l'UDPS. Ce n'est pas comme à l'époque où nous étions au niveau des accords de la Saint-Sylvestre où on disait qu'il y avait un poste réservé à M. Etienne Tshisekedi Wamuluma, inituito personae. Les accords ont réservé le poste à l'UDPS. M. Augustin Kabouya, n'amenez pas la folie et le désordre que vous avez à l'UDPS au niveau des institutions. Le poste du premier vice-président, signé dans vos accords, revenez à l'UDPS et non pas à M. Jean-Marc Kabound. Les choses doivent être claires sur ça. Nous devons être clairs. Ce n'est pas un poste qui revient à un individu, mais c'est un poste au terme de vos accords obscurs que vous avez signés qui revient à l'UDPS. Augustin Kabouya ne peut pas aujourd'hui nous faire croire que l'UDPS, le parti de Etienne Tshisekedi Wamuluma, se résume à M. Jean-Marc Kabound. L'UDPS, ce n'est pas le parti de Jean-Marc Kabound. Pour qu'aujourd'hui, qu'on fasse chanter la République, ça c'est un chantage, et alors un chantage de mauvais goût. Lorsqu'Augustin Kabouya signe un communiqué et il dit dans ce communiqué que puisque M. Kabound a été défenestré, l'UDPS ne va plus désigner. Non. Le poste est un poste qui revient à l'UDPS et le poste n'est pas un bien privé de M. Jean-Marc Kabound. C'est une folie que de résumer la grande UDPS à seul M. Jean-Marc Kabound. C'est la première des choses. La deuxième, il dit qu'il encourage M. Kabound à saisir les instances judiciaires. Les amis, à un moment donné, nos hommes politiques doivent apprendre un peu le sens de la grandeur. C'est un problème politique qui n'a rien à voir avec la loi, avec plutôt la justice. S'il advenait aujourd'hui que M. Jean-Marc Kabound saisisse les instances judiciaires et qu'au terme de sa saisine, il est rétabli par la justice, il va trôner sur 500 députés sur lesquels il n'a aucune emprise. Parce que Kabound, aujourd'hui, a été déchu de ses fonctions. Ceci signifie tout simplement que M. Kabound n'a plus de légitimité. Vous n'allez pas imposer à la tête d'un corps un homme qui a perdu la légitimité des gens qui l'ont porté là-bas. C'est tout simplement un sens de l'honneur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à M. Kabound d'aller saisir les cours et tribunaux pour obtenir ce qu'il n'a pas obtenu en négociant avec ses pairs. Et d'ailleurs, qu'il me soit permis ici de rappeler à M. Augustin Kabouya que si nous en sommes arrivés à ce niveau, c'est entre autres aussi parce que le député Jean-Jacques Mamba, responsable de la pétition ayant amené à la déchéance de Kabound, a été arrêté par la Cour de cassation. Ayez l'essence de l'honneur, les gars. N'oubliez pas que vous faites partie de l'UDPS, ce parti qui nous a fait rêver. Dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui, dans ma tête, ça a résonné Tshisekedi, UDPS, UDPS. Déjà que vous êtes au pouvoir, ça fait 2 ans. Nous ne voyons aucune rupture. Rien ne change. Nous vous avons élu, vous, UDPS, à la magistrature suprême, parce qu'on en avait marre avec Kabila.
On voulait faire la différence, on voulait créer la scission, la rupture entre un régime des tristes mémoires honnies, vomies par la population, et le régime du peuple d'abord, incarné par Etienne Tshisekedi Wamulumba et poursuivi par son fils Félix. Mais 2 ans plus tard, le gars de l'UDPS, soyez modeste. Je voudrais bien que vous fassiez le bilan de votre arrivée au pouvoir. Le pouvoir de l'UDPS à la présidence aujourd'hui ressemble plus à un pouvoir de continuité plutôt qu'à un pouvoir de rupture. Et le dollar s'est négocié en 20. Heureusement pour vous que le corona est venu vous donner des béquilles. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous calfeutrer, vous pouvez aller vous cabrer en disant les économies mondiales ont des problèmes à cause des coronavirus. Mais ça va se terminer. On aura un bilan qu'il faut défendre de Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez nous présenter le saut des moutons. Une bonne chose. Mais aujourd'hui, parlant de saut des moutons, la polémique s'est quittée Kamere, c'est mêlé des fissures. Oh, ils ont fissure. J'ai suivi mon ami Chio qui disait ils ont fissure, ils ont goudron. Tout ça, ça nous fait avancer à rien. Je promets de revenir sur la crise à l'UDPS. J'en parlerai. Mais ce que je veux que vous reteniez, les amis, parce que lorsque j'ai lu les communiqués de M. Augustin Kabouya, j'ai eu des larmes aux yeux. Et c'est à l'image de ce que Kabouya et Kabound sont en train de faire à la tête de l'UDPS. Ils veulent personnaliser le parti de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, je l'ai dit, Félix n'a plus de machine politique puissante capable de la mener dans des conquêtes politiques. Le FCC est là derrière Kabila. Mais l'UDPS est en miettes aujourd'hui parce que les gens sont dans la guerre des positionnements. Nous dire que le poste de premier vice-président est un poste taillé sur mesure pour M. Jean-Marc Kabound, c'est cracher sur la démocratie congolaise, c'est cracher sur l'UDPS. L'UDPS n'est pas égal à Jean-Marc Kabound ou M. Augustin Kabouya. Que les choses soient claires là-dessus. Deuxième chose, demander à M. Kabound de saisir les instances judiciaires, c'est tout simplement manquer l'essence de l'honneur. Manquer l'essence de l'honneur. Lui-même, Kabound dit qu'il est content de quitter ce poste sans compromission. Mais moi, j'ai démontré que c'est par la petite fenêtre que l'homme a quitté l'Assemblée nationale. Il est temps que si les gens sont sérieux à l'UDPS, qu'ils se mettent ensemble, trouver les voies et moyens de ramener le calme et la paix au parti de Etienne Tshisekedi Wamulumba, mais aussi de voir comment accompagner Félix Antoine Tshisekedi. Bon, ça va blague. 2023, total à l'anabil. Madame, Messieurs, puisque je parle des partis politiques, je voudrais vous signaler ici la mort de Monsieur Lougi Gizenga, le fils d'Antoine Gizenga Fungi, qu'il avait remplacé comme secrétaire permanent de son parti, le Palou, est décédé. Ce matin, nos amis de Scoop RDC ont dit qu'il a aussi, son neveu dit qu'il s'agit d'un empoisonnement. Je ne confirme pas, il est décédé ce matin ou cette nuit à la clinique Ngalema et il y a des rumeurs relayées par nos confrères de Scoop RDC qui disent qu'il serait décédé après un empoisonnement. On reviendra si on a beaucoup plus d'éléments là-dessus. J'ai été heureux de vous présenter ces nouveaux numéros de Décrit Info. Merci beaucoup à Sir Ntsubu qui avait entresemé tous les aspects techniques de cette émission. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro, tout en vous souhaitant de très bien prendre soin de vous, car chaque jour compte, chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.